Eh ben, merci à tous d'être présents et je vous souhaite la bienvenue. Et je souhaite également la bienvenue à Agnès de Sarthe. Elle a répondu favorablement à notre proposition d'intervention, de rencontre ce matin, dans ces temps perturbés. Vous êtes présente aujourd'hui, Agnès, dans le cadre de la manifestation des Nuits de la Lecture, en fait, manifestation nationale, dont c'est la 6e édition déjà cette année et à laquelle la médiathèque de Saint-Jouin a toujours participé. Ces nuits de la lecture sont plus que jamais, je cite, nécessaires pour partir à la conquête de nouveaux lecteurs et réaffirmer auprès de tous la place essentielle du livre et de la lecture dans nos vies. Cette année, elle est portée par le très beau thème de l'amour. Et je cite encore le site des Nuits de la Lecture qu'on a consulté toutes les deux. Elle épouse l'injonction de Victor Hugo qui dit « Aimons toujours, aimons encore ». Voilà. Donc la médiathèque de Saint-Jouin, Bruneval, est ravie de mettre à l'honneur ce matin le plaisir de lire et de partager amour des livres et livres sur l'amour. On va en parler ce matin. Et nous aurons pour cela le privilège de vous écouter, échanger avec vous et également nous lire des textes que vous avez choisis en rapport avec cette thématique de l'amour. Mais avant cela, chère Agnès, vous nous présentez donc votre dernier roman, ce matin, L'Éternel fiancé, publié aux éditions de l'Olivier et qui est sorti en 2021. Je vais commencer cet entretien à propos de ce livre en lisant une partie du résumé de votre éditeur. Nous pouvons y découvrir les mots suivants. À quoi ressemble une vie? À une déclaration d'amour entre deux enfants de 4 ans. À leur rencontre en plein hiver, 30 ans plus tard. Rock'n'roll acrobatique, exposition d'art contemporain, mariage pour rire, vie secrète d'un gigolo. Je ne lis pas tout, évidemment. Mais nous pouvons dire, je pense que nous partageons tous cette opinion ce matin, que c'est un beau roman composé de belles phrases, riche en mots justes et forts, où passent les émotions, avec humour, espoir, colère, désespoir, mais aussi avec beaucoup d'amour. Agnès, une première question. C'est un roman qui parle d'enfance, de deuil, de rencontre, du temps qui passe. C'est un roman, on peut dire, qui reprend un de vos thèmes de prédilection en écriture, la vie. C'est un sacré thème. Hein. Bon ben, avant de répondre à cette question, déjà bonjour tout le monde, merci d'être venus, d'avoir sacrifié le marché, le longe-côte, les enfants, les petits-enfants, les maris, tous ces maris qui ont été laissés à la maison. Il y en a qui ont été obligés, il y en a un qui a été obligé de venir. Ils auraient pu venir. Donc bravo et merci d'être là. Alors, la vie, lancée comme ça sur la vie à Saint-Jouin-Bruneval, en fait, et tout de suite ça me fait penser à Maupassant en fait. Forcément ça me fait penser à une vie, un des plus beaux romans que j'ai jamais lu, je crois. Donc je commencerai par saluer Maupassant et par dire que c'est une joie et une émotion très particulière pour moi d'habiter dans un endroit où j'ai l'impression de poser mes pieds dans ces traces. Et ça, c'est une chose, parce qu'il y a la vie, il y a tellement de choses à en dire, mais il y a la vie des livres. Et c'est incroyable à quel point c'est justement ces objets qui ont l'air inertes, qui le sont d'ailleurs, ils ne respirent pas, ils ne bougent pas, sont vivants. Puisque quand moi j'ouvre une vie par exemple, Maupassant est avec moi, il n'est pas mort, et c'est un des réconforts les plus incroyables qui puisse être, et un réconfort qui est à portée de main en fait, et qui est facile. Moi j'en reviens pas à chaque fois de la facilité qu'on a à renouer avec le passé, avec les disparus, même avec des espaces lointains, par l'intermédiaire de du papier, quoi. C'est rien et c'est tout. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire pour la vie. Après, je ne sais pas si... on pourrait dire que c'est le thème de n'importe quel
écriture, en fait, on parle de ce qu'on traverse. Et effectivement, c'est ça qu'on fait. On est en train d'essayer de vivre, là, tous. Moi, ce qui me frappe beaucoup, et c'est une des choses que j'aborde dans ce livre, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont passé le permis de conduire, la première fois que vous sortez tout seul avec votre voiture, et vous avez votre permis, c'est sûr, mais pas grand-chose d'autre. Et on est là, on roule, et c'est la première fois qu'on le fait tout seul, et moi, on se dit, oh là là, quelle histoire! Ou alors pour les gens qui ont eu des enfants, on a un enfant et c'est la première fois, on ne sait pas comment faire et on le fait quand même. Et pour moi, la vie, c'est ça, c'est faire sans arrêt des choses qu'on n'a jamais faites. Et vivre, on ne l'a jamais fait non plus. Et c'est la grande expérience. On est là et on fait quelque chose qu'on n'a pas été formé à faire. Personne ne nous a expliqué comment. Alors on rate, on se prend les pieds dans le tapis. Il y en a qui y arrivent très bien, il y en a qui n'y arrivent pas du tout. Et donc, en fait, je crois que ce qui m'émeut le plus là-dedans, c'est le fait qu'on ait l'air assuré, on ait l'air de trouver ça normal. On fait en sorte que ça se passe bien, mais en fait, comment est-ce qu'on ne serait pas terrifié, vu qu'on ne l'a jamais fait et qu'on ne le refera plus? Et moi, je trouve que c'est un moment, à chaque fois que j'ai ça, toujours en, je sais pas comment dire, en arrière-plan. Donc c'est vrai que, je ne sais pas si c'est un thème, mais je crois que tout ce que j'écris est traversé par ce mélange d'excitation d'être là. Oh, c'est incroyable, quelle chance, on pourrait vraiment ne pas y être ou ne plus y être. Et puis l'espèce d'effroi, mais les d'étonnement de... et c'est la première fois, et quand je mourrai, ce sera la première fois que je mourrai, je ne sais pas comment faire. Tout est première fois, même quand on recommence, à vrai dire. Donc, voilà pour la vie. D'accord, super. Et justement, j'entendais dans une de vos interviews, c'est un roman où fourmille une quantité de détails, et pourtant, je vous cite, vous dites que vous êtes le professeur tournesol de la mémoire. Ça m'a fait beaucoup rire. Et du coup, pour entrer plus intensément dans ce livre, comment en fait vous sont apparus ces personnages de la narratrice et d'Étienne, vous qui disiez justement, bon, vous avez plutôt tendance à... La vie passe et bon, je vois des choses. Oui, c'est vrai, j'ai très très peu de mémoire. Et je suis très distraite aussi et je ne fais pas les bons classements, je pense. Donc il m'est arrivé par exemple de dire, alors que j'avais 42 ans à une fille de 28 ans, « Oh, on était à l'école ensemble !» Et elle me regarde comme ça, là, ça m'étonne. Vous voyez, je fais pas j'ajuste pas bien, je ne me rends pas compte que 20 ans sont passés par exemple. Et comment? Ça passe tellement vite. Ben voilà, ça passe vite et puis on n'est pas forcément en train de compter, ou alors c'est qu'on s'ennuie beaucoup. Donc là, oui, mes souvenirs sont pas forcément... Je sais pas que j'ai pas de mémoire, c'est qu'elle n'est pas très ordonnée peut-être. Donc j'ai beaucoup de souvenirs, mais mélangés aussi à beaucoup d'imagination. Donc à partir d'un souvenir, je brode, et ce qu'il en reste finalement, c'est quelque chose qui ne ressemble pas forcément à ce que c'était au départ. Alors pour vous répondre sur les personnages, en vérité, le premier personnage qui m'est apparu, donc, mais je vais dire un mot du livre pour les personnes qui ne l'ont pas lu, pour que vous puissiez suivre, et à vrai dire, si vous ne suivez pas, demandez. Qu'est-ce qui se passe, de quoi vous parlez? Parce qu'en fait, dans ce livre, il y a deux personnages principaux. Hein. Vous m'arrêtez, Clotilde, si vous trouvez que j'ai oublié mon propre livre, ce qui peut arriver aussi. Donc il y a quelqu'un qui s'appelle Narratrice, ce qui est un prénom peu commun, mais qui est en train de revenir, je crois. Donc le personnage qui raconte l'histoire. Et puis donc cette personne-là, on la rencontre quand elle est toute petite au début du livre. Elle va à un concert de Noël à la mairie de son quartier. Et là, il y a devant elle un petit garçon qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais vu, qui est dans une autre école, alors ça c'est comme s'il habitait sur Mars pratiquement, et qui se retourne vers elle et qui lui dit qu'il l'aime. Et elle, ça vient surtout pour la musique, elle est intimidée par le fait que la musique va bientôt commencer, donc elle le rembarre et elle lui dit bah, « moi je t'aime pas ». Et ça pourrait s'arrêter là, mais en fait le hasard fait que ces deux personnages, elle, la narratrice, et ce garçon qui s'appelle Étienne, vont se retrouver une fois à l'adolescence, une fois au milieu
un peu plus tard, et une fois encore plus tard, je crois qu'il y a peut-être, je sais plus trop. Et, mais en tout cas, ils vont se rencontrer comme ça. Lui, il la reconnaîtra jamais, alors que c'est lui qui dit je t'aime, mais en fait, lui, il l'oublie une fois qu'il s'est débarrassé de son cœur, finalement. Une fois qu'il a donné son cœur, il est libre. Alors qu'elle, qui a refusé son cœur, elle reste attachée toute sa vie. Elle le reconnaît, et à chaque fois qu'ils se rencontrent, il se passe, elle apprend ce qui lui est arrivé. Donc c'est comme s'il était un réservoir d'aventure. Étienne, c'est un peu un livre en fait qu'elle relirait, qu'elle reposerait, qu'elle continuerait à lire. Et donc le premier personnage qui est apparu dans cette histoire, c'était Étienne. Et il est apparu de manière très très incongrue, comme m'apparaissent toujours mes personnages. Alors vraiment, ouais, peut-être qu'on aura le temps je pourrais faire une petite collection de la manière dont les livres arrivent, parce que c'est tellement bizarre. Mais celui-là, on était sur une route entre Bruneval et Saint-Jouin, dans un virage, et Jacques Brel chantait au suivant. Et à un moment de la chanson, je ne sais pas si vous la connaissez, vers la fin, il dit que il y a juste ce morceau de verre qui est entre mes bras trop maigres. Il parle des femmes qui sont entre ses bras trop maigres. Et je ne sais pas pourquoi, le virage, un arbre, la voix de Brel, le bras maigre, tout à coup est apparu le personnage d'Étienne. C'est bizarre, hein, vous voyez, c'est un peu comme une recette de sorcière. Mettez un peu de langue de verre, ajoutez 3 larmes de crocodile, mais c'est un peu ça. On ne sait pas pourquoi, c'est le virage, la chanson, l'arbre. Et Étienne est apparu sous la forme de bras d'abord, de bras maigres, de bras juvéniles. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ces bras de garçon, de jeune garçon? Et l'instant d'après, il y avait une femme dans ses bras, et elle n'était pas si maigre, pas si jeune. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce couple? Et voilà comment il est apparu. Donc vous voyez à quel point c'est étrange. Mais une fois qu'il était apparu, on pourrait se dire, bon, après tout, il y a plein d'idées qui nous passent par la tête tout au long de la journée, des fantaisies, des souvenirs, des sons qu'on peut te raconter, ça vous revient en mémoire, etc. Moi aussi, j'ai plein de trucs qui me passent par la tête. Mais certaines images ou certains assemblages de mots, une fois qu'ils sont apparus, ne veulent plus repartir. Et il y a une sorte de, je sais pas comment dire, de joie qui arrive en même temps qu'eux. C'est-à-dire que je vois les bras, le garçon, cette femme, et tout à coup je me dis, oh, un livre! Mais je sais que c'est un livre en fait, je sais que c'est pas juste une petite idée ou une rêverie. Et donc, il apparaît. Après, quand un personnage d'un livre apparaît, on ne sait pas, moi je ne sais toujours pas de quoi je vais parler, je sais qu'il y a un livre qui est en train de naître. Et donc, ensuite, je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est l'histoire? Parce que je ne la connais pas. Ouais. Et une fois que je vois un peu ce qu'est l'histoire, je me demande qui va la raconter. Donc voilà comment naît ensuite la narratrice. Parce que j'aurais pu, à vrai dire, il y a plein de façons de raconter une histoire. Une fois qu'on a Étienne, on peut dire, ben, Étienne raconte. Donc on essaye. Dans sa tête, on attend le livre raconté par Étienne. Et on attend, et puis il ne se passe rien, et puis la joie qu'on avait eue retombe comme un gâteau raté, et on se dit, ah ben non, c'est pas le bon chemin. Donc on essaye un autre chemin. Et en essayant comme ça, à un moment apparaît le personnage de la narratrice. Il y a une voix qui s'élève, et je me dis, tiens, c'est quelqu'un qui l'a rencontré. En fait, lui ne peut pas raconter son histoire. Je ne sais pas pourquoi il ne peut pas la raconter, c'est comme ça. Et donc je trouve ce deuxième personnage, et à ce moment-là, ce personnage-là, qu'on appelle la narratrice, parce qu'elle n'a pas de prénom pendant tout le livre, vu que c'est elle qui raconte, quand elle parle d'elle, elle dit « je ». Elle ne va pas dire Jocelyne, puisqu'on ne s'appelle pas par son propre prénom. Donc on ne sait pas comment elle s'appelle. Et pour la construire, j'ai utilisé énormément de pièces détachées de mon passé. Mais c'est vraiment des pièces détachées. C'est-à-dire que si il y en a, quand on les a toutes réunies, ça donne absolument pas ni mon passé, ni ma vie de maintenant, ni mon caractère. C'est vraiment comme si je les avais assemblées, mais pas dans le bon ordre, ou exprès. Mais c'était très, très, très intéressant d'utiliser
parfois des choses très très ordinaires, comme par exemple la couleur des cheveux de ma prof de piano quand j'avais 8 ans. Mais ça, vraiment isolé du reste. Il n'y a pas son appart, il n'y a pas le morceau que je jouais, il n'y a pas... D'ailleurs, la narratrice joue du violon. Mais j'utilise juste un élément qui a l'air de pas du tout être... pas du tout fertile, disons. À partir de cet élément, en les emboîtant les uns dans les autres, ça crée un personnage qui est le personnage de la narratrice. Donc vous voyez, c'est deux manières de faire complètement différentes, puisqu'il y en a un qui s'est imposé tout seul. Étienne, il a débarqué presque comme un accident de voiture dans un virage, et la narratrice, elle a été construite. Et ça, ces façons de faire, c'est deux façons de faire, mais il y en a 10, il y en a autant que de personnages pratiquement. Donc voilà pour ces deux-là. D'accord. Donc justement, je rebondis tout de suite sur ce que vous disiez. Vous utilisez des petites parties de votre passé. Et ça, je vous en ai parlé parce que moi, en lisant votre roman, et même avec Mathilde, c'est une question qu'on a ressortie toutes les deux. On s'est dit, on a l'impression qu'il y a un peu plus que de l'imaginaire, qu'il y a des choses de vous. Et on pensait notamment à la vie de famille, au portrait de la mère, du père, qui vieillissent, qui disparaissent, cette musique, on y reviendra. Et en plus, on reviendra à la musique parce qu'on sait que ça occupe une place importante et dans le livre et dans votre vie. Et justement, vous m'avez dit, et je vous ai entendu en parler, le dire aussi, que vous ne parlez jamais de vous dans vos romans. Et c'est pour ça, moi, je vous ai dit, mais est-ce que celui-ci, il ne dérogerait pas à la règle, en fait ? Eh bien, j'ai peur de vous décevoir et j'ai peur que vous pensiez que je mens. Mais tant pis. Mais vous m'avez dit que vous m'expliqueriez parce qu'on en a Alors, parlé. c'est vrai qu'on en a parlé parce que, en fait, si on ne me connaît pas, on peut penser que je raconte vraiment ce qui m'est arrivé et que Étienne, il existe et que j'ai été petite dans la salle des mariages et que ce garçon... il lui est arrivé tout ce qui lui arrive et que Antonia, à un moment, Étienne, ce petit garçon, quand il grandit, il a une amoureuse, il vit une passion magnifique avec une jeune fille, une passion adolescente. Cette jeune fille s'appelle Antonia. On peut penser qu'Antonia existait, qu'on était dans le même lycée, etc. Ben non. Non. Mais alors, après, voilà comment ça se dispose. Par exemple, la vie de famille, j'utilise certaines choses, c'est comme pour s'appuyer. C'est vraiment comme des appuis, comme pour une escalade, si vous voulez. Vous trouvez une prise. Donc vous vous dites, tiens, si je m'accroche là, ça va bien tenir. Ça, c'est solide, ça. Ça, ce moment où où il y a le cours de musique, ça, c'est solide. Parce que vous avez eu des cours de musique dans votre vie, vous savez comment ça se passe. Donc vous savez que vous allez pouvoir... vous accrochez bien fort là, parce que vous connaissez tous les détails de ce genre de moment. Mais justement, parce que plus on raconte quelque chose qui est imaginaire, plus c'est important, pour moi en tout cas, de pouvoir m'appuyer, les pieds, les mains, m'accrocher à des choses que je connais très 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 bien. Mais par exemple, pour preuve de ma bonne foi, j'applaudis parce que je sais que ce sera difficile. Et puis à vrai dire, si vous le croyez, ça n'a aucune importance, vous pouvez continuer de le croire malgré le fait que je vous aurais détrompé. Mais par exemple, j'ai pas deux sœurs, j'ai un frère et une sœur, je n'ai jamais touché un violon, je ne suis pas du tout musicologue. Mon père n'a pas de moustache, il n'est pas du tout comme ça, mes parents sont restés mariés toute leur vie. Comment ? Il n'est pas devenu aveugle. Il n'est pas devenu aveugle, j'ai aucun cas de cécité dans ma famille. Donc vous voyez, ça fait beaucoup. J'ai pas 2 enfants, j'en ai 4. Enfin, je sais pas quoi. Mon mari n'est pas prof de français. Enfin, vous voyez, je prends des éléments exprès un par un et on va les prendre et on va les décoller. Donc là, quand je vous dis ça, est-ce que vous continuez de penser que c'est mon histoire ou pas? En fait, oui, non, mais et pourquoi pas? Mais non, parce qu'on y reviendra, mais quand un lecteur il lit un livre, et oui. il essaye toujours de retrouver un peu de soi-même dans sa propre lecture, forcément, parce que
De lui-même, alors du lecteur. Donc c'est peut-être votre vie que ça raconte. De lui-même, moi j'ai pas encore vécu tout ça. Ouais. Et puis après, ça nous permet de s'identifier un peu au personnage et puis aussi à vous, enfin à l'auteur en général. Et surtout, moi petit à petit dans la progression de ce livre, on a avec Mathilde on a remarqué vraiment une intensité, une progression dans l'écriture, avec des mots de plus en plus forts et même durs à certains moments. Pour ceux qui ont lu le livre, je pense qu'ils pensent au même moment que nous. Et puis petit à petit, on a senti que ça redescendait avec beaucoup d'émotions. Et puis surtout, en lisant vos remerciements, vos remerciements m'ont vraiment, en ayant fini ce livre, je les ai vus tout de suite après. Je me suis dit, c'était fort. Et alors, qu'est-ce qui, dans les remerciements, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui, dans les remerciements, vous a mis sur la piste de l'autobiographie? Ça toutes les deux. Oui, ça m'intéresse, moi aussi j'ai le droit de poser des questions. Bien sûr. Parce qu'à un moment, vous remerciez le chef de musique de l'harmonie, de Lamallée, qui vous a accueilli, vos enfants et vous. Et c'est vrai qu'on peut se dire, et là il y a une transposition, il y a eu quelque chose. Après vos amis aussi, Geneviève Isaac et Florence Sévos, qui m'ont encouragée à continuer alors que j'étais perdue dans la forêt de mes signes. Oui. Je pense à ma sœur qui partage mon enfance et accepte que je déforme nos souvenirs. Oui. Ouais. Et bien sûr, après vous avez une mot pour votre famille, vos enfants et votre mari. Ouais, mais parce qu'en fait c'était un livre qui était très difficile à écrire. Donc j'ai eu beaucoup de gratitude. En fait il était difficile à écrire parce que les livres me tombent souvent dessus. Quand j'ai dit ils me tombent dessus, ça veut dire que je commence jamais un livre en disant « Ah, j'ai très envie de parler de la chasse aux champignons. Faisons un livre là-dessus. » Vous voyez, en fait, je ne choisis pas, ça m'arrive. Et en général, ce qui arrive sur moi est quelque chose qui est très loin de moi. Et donc, j'ai toujours un moment de « Oh non !» Mais je vais juste donner 2 exemples pour que vous vous rendiez compte. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Une partie de chasse ». Et ce livre-là, je me souviens que j'étais tranquillement installée à la maison. Et puis je vois passer dans ma tête un type habillé en vert avec une carabine. 3 secondes après, un deuxième type. Dans ma tête comme ça, j'entends des chiens. Et puis je vois des chiens avec la petite papate comme ça. Et je me dis, c'est qui tous ces gens dans ma tête? Et là, je me dis, bon, c'est rien, c'est un souvenir. Il devait y avoir l'ouverture de la chasse la semaine dernière. Et ça me... Mais ils reviennent et je sens le truc que je vous ai dit tout à l'heure, oh non, c'est un livre. Oh là là. Parce que en fait, j'éprouve quand même la petite excitation il y a une histoire là-dessus. Et donc là, c'était horrible pour moi. Un livre avec des chasses. Je ne connais rien à la chasse, je suis jamais allée à la chasse. Donc ça a été une épreuve, mais ça m'a beaucoup amusée. Et puis ou alors une autre fois pour un livre qui s'appelle Ce cœur changeant. Là, il m'est tombé dessus de manière aussi très bizarre. J'étais en train de défaire... J'aime bien raconter cette histoire parce que vraiment, même moi, j'y crois pas alors que je l'ai vécu. J'étais l'été en train de défaire et refaire des valises pour les vacances, avec les enfants qui courent partout, ceux qui glissent sur les t-shirts, etc. La machine qu'on a mis à sécher, on a oublié de la mettre en route, donc les habits sont mouillés, comment on va faire Et je déteste faire les valises et je suis là assise par terre, désespérée, avec des montagnes de trucs. Et à ce moment-là, mon mari, cet être de lumière, qui ne pense pas à faire la valise, pas particulièrement, ouvre la porte, me regarde et je me dis « Il vient m'aider à faire les valises. » Et bien pas du tout. Il me dit « Et ça va parler de quoi ton prochain livre ?» Et moi, je suis aussi loin d'un écrivain qu'on peut l'être pendant que je fais la valise, assise par terre dans ma chambre en train de pleurer de rage, qu'on peut l'être. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je ne suis pas du tout un écrivain. Je suis une maman débordée. Et je me dis, mais il est fou ce garçon quand même. Et en même temps, je trouve ça très agréable que quelqu'un vienne me parler de mon travail d'écrivain, alors que j'en suis complètement détachée. Et je me dis, tiens, en fait, ça me prélève hors du quotidien, et je me dis, je vais répondre. Sauf que je n'ai aucune idée, bien sûr, j'ai aucun livre en route, et je suis en train de faire des valises. Et donc, mais je dis, pour me donner un peu de temps, je dis, tu vas être surpris.
Mais une fois qu'on a dit à quelqu'un avec qui on vit depuis 40 ans, tu vas être surpris, on a intérêt à trouver un truc un peu surprenant. Parce que, et donc là, je me dis, qu'est-ce qui pourrait bien me surprendre de la part de cette personne qui fréquente depuis si longtemps? Et là, je dis, ça va être un roman historique. Et effectivement, là, il ouvre des grands yeux parce que, comme je dis souvent, je suis tellement nulle en histoire que je sais que Louis XIV vient après Louis XIII parce qu'il y a les numéros. Mais sinon, et encore, parfois, je peux avoir des doutes. Donc, un roman historique, mais c'est génial! Oh, c'est génial! Et puis, je me sens complètement galvanisée par ce c'est génial. Et folle comme je suis, je continue, je pousse plus loin, je dis, et c'est pas tout. Il dit, ah bon? Mais qu'est-ce qui... Ah bon? Mais quoi d'autre? T'as d'autres pistes? Je fais, oui. Et là, tu vas être encore plus étonnée. Je ne sais pas ce qui me prend de faire ça, vraiment, cette scène est étrange. Et donc, il dit, qu'est-ce que c'est? Et là, pareil, je me dis, oh là là, il faut vraiment que je trouve un truc bizarre. Et je me dis, qu'est-ce qui peut être plus bizarre pour un mari d'entendre ce que je vais lui dire? Parce que je lui dis, c'est une histoire d'amour entre deux femmes. Je dis oui. Mais la seconde d'avant, je n'avais ni histoire d'amour, ni de femme, ni de rien, et j'étais avec mes valises. Et ce qui est bizarre, c'est que là, je l'ai inventé, j'ai tout inventé. Sauf que je me suis dit, bon voilà, il va repartir, il ne va pas m'aider à faire les valises, c'était vrai, il ne m'a pas aidé. J'ai fait les valises, je suis partie. Bon, il n'était pas du voyage, hein, ça décharge. Je pars avec 2 petits-enfants, et puis c'est normal, c'est la plage, c'est la vie de l'été. Et puis je commence à voir des gens qui se promènent dans ma tête avec des tournures, avec des corsets, des chapeaux, tout ça. Et je me dis, qu'est-ce qui c'est ces gens? Ils parlent une langue étrangère. Et en fait, c'était le livre. J'avais déclenché le livre cette fois. Mais donc, vous voyez, ils arrivent très bizarrement, les livres dans mon existence. Et ce livre-là, L'Éternel fiancé, c'est incroyable que je n'ai pas perdu le film. Je ne l'ai pas perdu parce que pourquoi c'était si difficile à écrire. C'était difficile à écrire parce que le personnage, tout ce que je savais au départ du livre, le personnage d'Étienne, c'est que c'était un homme qui se prostituait. Il est arrivé comme ça, c'était un prostitué. Et je ne peux pas vous expliquer à quel point c'est loin, je ne connais, je ne sais pas. En fait. À chaque fois, quand je pars dans ma liste, c'est la chose la plus loin de moi que je dois complètement apprivoiser. Et donc ça, c'était très difficile parce que je ne voyais pas du tout comment m'y prendre. Je ne voyais pas trop comment me documenter. D'ailleurs, j'aime pas me documenter, j'aime toujours faire autrement. J'ai des stratégies. Je suis contre la documentation. Et je me demandais, et puis aussi, je n'arrivais pas à m'identifier, comme vous dites. Quand vous dites qu'il faut pouvoir s'identifier, comme lecteur, mais figurez-vous comme écrivain aussi, il faut qu'on puisse s'identifier à ce qu'on raconte. Par exemple, dans la partie de chasse, j'ai pu écrire ce livre, j'y arrivais pas au début avec les chasseurs, les chiens, les machins, les carabines, je ne sais même pas comment ça s'appelle, les douilles, j'y arrivais pas à le commencer, et quand je me suis posé la question, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, de qui raconte l'histoire, je commençais avec un des chasseurs, je commençais avec un autre, ça arrivait, ça marchait pas. Et puis à un moment, je me dis, ah je sais, c'est le lapin qui va raconter. Et donc le livre ne racontait pas un animal, parce que, en fait, le lapin, je m'identifiais très bien à lui. Je savais ce que c'était, j'avais l'impression d'avoir vécu une vie de lapin, je connaissais, je savais ce que c'était la prédation, surtout, en fait, d'être une proie, d'être poursuivi, d'avoir peur, et donc là, je pouvais le raconter. Mais quand j'étais avec Étienne, je me disais, mais Tarot, comment je vais m'identifier? Quelle place je vais avoir dans cette histoire? Et qu'est-ce que ce livre vient me raconter à moi? Et là où vous avez, et je pense que c'est ça qui crée cette sensation d'autobiographie, très étrangement, ce livre a été l'endroit qui a pu accueillir le chagrin que j'avais éprouvé à la mort de ma mère. Pourtant, ça n'était pas du tout, comment vous dire, il n'y a aucune logique là-dedans. Vous dites, ah tiens, ah ben super, voilà un gigolo, bah, très bien, bah, ça me permet de vous dire, alors voilà, je suis très triste parce que ma mère est morte. Il n'y a aucun rapport, hein. Aucun rapport. Mais c'est vrai que
je pense que ce que vous avez pu sentir de très... quand vous disiez les mots sont beaucoup plus durs, ou il y a peut-être une douleur, ou du temps qui passe, de la disparition, etc. Mais moi, je ne le savais pas avant de l'écrire. C'est venu au cours de l'écriture, et j'ai toujours pas très bien compris comment ni pourquoi. Mais ça a eu lieu. Mais c'était tellement surprenant qu'il y a plusieurs moments où, écrivant, j'étais perdue. C'est ça que je dis quand je dis que Geneviève Geneviève Ridac et Florence Sévos m'ont aidée, puisque ce sont des amis écrivains avec lesquels, à chaque étape de notre travail, on a la chance de pouvoir faire ça, on échange nos textes, et l'autre agit comme un miroir, en fait, dit... par exemple, oui, le texte est tout à fait là, ou c'est pas encore là, mais vas-y, des tas, enfin on a des codes en fait, je sais même pas ce qu'on dit, mais on cède. Et puis il y avait la musique qui a beaucoup aidé pour l'écriture de ce livre, peut-être parce qu'elle a permis de tout rassembler, tous ces morceaux qui semblaient hétérogènes ou qui semblaient éclectiques. Et donc là, les remerciements par rapport à la musique, ils sont beaucoup liés à ça. Et une dernière chose, par exemple, c'est marrant Micheline, quand vous avez dit que les remerciements où il y a pour la musique et où je parle de l'harmonie de Bonneville-la-Vallée et où je remercie le chef et les musiciens de nous avoir accueillis. C'est vrai que quand moi je l'ai fait, c'était très, comment on peut dire, sans affect, enfin, sans plus d'affect que ça, pas des remerciements, j'en remercie beaucoup, voilà. Et quand vous le dites, ça prend une autre valeur, parce que vous le sortez des autres remerciements, et c'est comme si vous le mettiez tout seul. Et toute seule cette phrase, elle a un autre sens, et à vrai dire, vous lui donnez le sens qu'elle a vraiment en faisant ça, mais que moi je ne peux pas voir tout de suite, qui est que le fait d'être accueilli dans un endroit où on n'a aucune racine et où personne ne vous connaît et où vous êtes où vous vous retrouvez comme en famille, c'est quelque chose de très très bouleversant et qu'on ne s'attend pas à vivre. Donc il y a effectivement la gratitude qui pourrait être juste la gratitude de merci d'avoir bien pris nos inscriptions. Voilà. Oui, vous voyez quelque chose de très ordinaire. Mais là où ça va au-delà, c'est de nous avoir accueillis. Il y a quelque chose qui fait écho aussi à la perte de certaines personnes, où on se console par le fait de se sentir entouré. Et c'est vrai que nous, on était, ça fait 4 ans et demi qu'on habite ici, c'est bientôt 5 ans, mais on venait de Paris. Et avant, on venait de beaucoup plus loin encore. Et quand on vient de beaucoup plus loin encore, en fait, à chaque fois qu'on change d'endroit, on a peur que on a comme inscrit dans son histoire une sorte de risque d'être rejeté. On sait qu'on peut être rejeté à tout moment, quand on a... voilà. Et donc, moi je me souviens très bien quand on s'est dit on va aller habiter à Bonneville-la-Vallée, qui était un point sur une carte. Nous, on n'était jamais allés, on ne savait pas ce que c'était. Et moi je me souviens que je m'étais représenté 10 ans au moins de solitude absolue et que j'acceptais de vivre en me disant, et je me représentais, les gens vont dire ah tiens les Parisiens, ah regardez celle-là, et je me disais ce sera comme ça, mais c'est pas grave parce qu'il y aura la nature, parce qu'il y aura la mer et tout ça. Et je me souviens que juste avant, un de nos fils, qui avait à l'époque 9 ans, et qui ne voulait pas du tout déménager, juste avant de déménager, je dis, tu sais, je crois que tu avais peut-être raison, c'est un peu bizarre de partir comme ça va peut-être pas être si facile. Et il me dit, mais toi, par exemple, qu'est-ce que tu imagines quand tu dis ça va pas être facile? Et ben je disais, par exemple, je crois que je m'habille un peu bizarrement, et les gens vont peut-être penser que je suis folle. Et il me dit, tu sais, mais maman, partout où tu vas, les gens pensent que tu es folle. Il avait raison, ça change rien, c'est pas parce que... Et donc je m'étais préparée à cette espèce de vie absolument solitaire, etc.
Mais sans animosité, je me disais, c'est normal, je vois pas pourquoi on nous accueillerait, on vient de nulle part, on vient de loin, on est bizarre, je sais pas, on n'est pas bizarre, j'en sais rien. Et en fait, tout de suite, il y a tout de suite des gens qui sont venus vers nous, et nous on est allés vers eux, mais c'était très inattendu. Et cette chaleur qu'on a sentie était très forte et très bouleversante. Et c'est vrai que quand on écrit un texte qui est tellement, pas forcément de manière apparente, mais qui est quand même très lié aux origines et à la perte, le fait de se sentir entouré par ailleurs, c'est un grand bienfait. Et c'est vrai aussi que la musique tient un tel rôle dans le livre, c'est pas par hasard. Mais oui. Justement, avec Mathilde, on s'est dit en fait que tout ce travail sur la mémoire, sur le souvenir, c'est un peu toujours réinventer, reconstruire et vous le disiez, un peu recommencer comme en musique en fait. Parce que l'immense différence, parce que j'ai commencé cette rencontre en disant qu'on va être là qu'une fois, et en fait c'est la grande expérience, quoi, la vie. En musique, c'est exactement le contraire. On passe la vie musicale à refaire, à reprendre. Et on ne reprend même pas forcément au début. On peut décider de reprendre au début, on peut décider de reprendre au milieu, on décide de reprendre là où ça n'a pas marché, en fait, en général. Et je me disais, tiens, c'est marrant. C'est tellement quelque chose qu'on a envie de faire dans la vie, quand on a l'esprit d'escalier comme moi j'ai, de dire, bon, je trouve toujours les bonnes répliques 2 jours après Et là, si on était musicien, on se dirait, bon allez, on se retrouve à la mesure 32, et là on refait. Alors là, si tu crois que tu vas... Et on est vachement habile, et on trouve la bonne phrase, mais non. Mais on a cette pratique qui soulage aussi, qui est dans la pratique de la musique, le fait de pouvoir faire mieux. De pouvoir faire mieux en refaisant, en y retournant, ou de pouvoir faire différemment aussi simplement. D'essayer autre chose, d'essayer une autre articulation, et on découvre la richesse. Et à un moment, alors c'est vrai que quand j'ai terminé ce livre, d'habitude je commence un livre, je ne sais pas de quoi je vais parler, de quoi j'ai parlé, de quoi, ce qu'il raconte profondément. Et en général, j'écris le livre en essayant de comprendre ce qu'il raconte, et quand je l'ai terminé, je sais ce qu'il raconte. Ça, c'est le processus normal. Et quand j'ai écrit ce livre, je ne savais pas ce qu'il racontait, je l'ai écrit, je ne savais toujours pas, je l'ai terminé, je ne savais pas plus. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Donc c'est un livre qui est très énigmatique pour moi. Et un ami très proche, qui écrit aussi, et qui a beaucoup aimé ce livre, m'a dit, mais comment ça, tu ne sais pas de quoi ça parle? Et je dis, non, je ne sais pas de quoi ça parle. Il dit, mais ça parle de la vie. Je lui dis, mais ça, c'est pas un thème. Il me dit, bien sûr que si. Et je dis, ah bon, mais comment? Et alors, il m'a expliqué très gentiment, très pédagogiquement. Il m'a dit, mais regarde ce que tu as fait. Tu prends un personnage, il est petit, tu l'emmènes jusqu'à un peu plus que le milieu de sa vie, et tu nous dis que c'est qu'une seule fois. Et parallèlement à ça, tu fais en sorte que cette personne vive une sorte de double vie fantasmée avec un personnage qui n'a aucune place dans sa vie quotidienne, dans sa vie familiale, etc. Et donc ça lui fait déjà une double vie. Et puis tu nous parles de la musique, dans laquelle on n'arrête pas de recommencer, de revenir. Et puis tu parles des rêves, et il me dit, eh ben, tu sais ce que tu fais, c'est que tu nous dis, on a un seul trajet, mais en largeur, ça s'étale. Ce qui fait qu'en une vie, on en a plein. On a tous les amours qu'on aurait voulu vivre, on a toutes les choses qu'on n'a pas faites, mais auxquelles on a pensé, on a les rêves, on a les aspirations, on a dit, et ça, c'est de ça que tu parles. Et bon, je dis, ah bon, et je raccroche. J'étais bien contente. La première question, vous avez dit, oh là là, quel thème, mais en fait... Oui, c'est une façon de l'aborder, en fait. Si on voit les choses géographiququement, c'est ça. Un vecteur et l'éventail, ça devient un petit peu plus clair. D'accord. Et pour en revenir justement à cette musique omniprésente,
avec Mathilde, nous, on l'a interprétée d'une certaine manière. En fait, cette musique, pour nous, elle est omniprésente jusqu'à l'arrivée d'un nouveau personnage. Nous, on s'est dit ce personnage-là, mais il y a quand même 2 personnages importants qui, pour moi, arrivent. Je ne sais pas si on peut dire leur prénom. Si, moi je raconte tout. Alors, c'est pas un après, soit c'est Antonia, soit c'est Rita. En fait, nous, on est parti sur ça, l'enfant, en fait. Et on a l'impression que tout s'arrête avec l'arrivée d'un des 2 personnages. Après, chacun interprète à sa lecture, même la musique. On a eu ce ressenti. Et à partir de ce moment-là, la vie de la narratrice, celle d'Étienne, on a l'impression qu'elles deviennent chaotiques, en attente de quelque chose. Et d'un seul coup, la musique revient. Elle revient via le biais de la narratrice qui va reprendre des études. Elle revient via le biais de Rita, aussi, d'Étienne. Et ça revient un petit peu plus loin dans ce livre, et on a l'impression que les vies, pour reprendre un peu un terme musical, se réaccordent, s'accordent. Et est-ce que, justement, quand vous dites que vous faites dire à la narratrice, j'aimerais, comme en musique, pouvoir tout recommencer, nous, on s'est dit que grâce à la musique, tout recommencer, en fait, avec la façon que vous avez voulu le dire. C'est ce qu'on a pu interpréter, que cette musique, elle était salvatrice dans ce roman, mais pour beaucoup de choses, en fait. Non, c'est très juste, et c'est très émouvant pour moi d'entendre vos récits de lectrice, parce que c'est très touchant de voir à quel point vous êtes attentive à tous les détails. Et pour essayer de compléter ce que vous venez de dire, parce que c'est pas vraiment d'y répondre, en vérité, c'est de vous dire comment ça se passe de mon côté de l'écriture. Vous êtes du côté de la lecture et moi je suis de l'autre côté. Là-dedans, il y a des choses qui sont de l'ordre du très bêtement pragmatique, mais le pragmatique ça compte aussi, et qui a à voir avec la pratique des choses qui ont l'air superflues. Et la lecture en fait partie, dans les âges. Quand on est enfant, en France en tout cas, je ne sais pas comment c'est dans d'autres pays, les enfants, ils dessinent, ils font de la musique, ils lisent. On dit, il faut lire les enfants, on leur offre des livres, on leur lit des livres, c'est très important. Ils font, pour certains, voilà, ils font du sport, Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart du temps, un peu avant 18 ans, parfois plus tôt, ça s'arrête. On ne dessine plus, on ne fait plus de musique, on ne lit plus, on ne fait plus de sport. Et là, je ne sais pas ce qu'on fait, en fait. Peut-être on cherche à fonder une famille. Je ne sais pas ce qu'on fait. En tout cas, on est affolé par autre chose. On est affolé par le réel. On se prend l'âge adulte en pleine face, quoi. Qu'est-ce qu'on va devenir, le métier, on n'a pas le temps, on n'a pas envie, on est fatigué, on n'a pas l'énergie. Salut, asseyez-vous. Oui. Et il n'y a pas de chaise. Parce que moi j'ai plein de chaises ici. Quoi? T'es un petit peu en retard? Oh, peine. Non, on vient de commencer en fait avant de prendre le café. Et donc, c'est un peu schématique. Il y a bien sûr des gens pour qui c'est pas du tout comme ça. Mais je le remarque quand même. Et même dans les discours ambiants, tout ce qu'on déverse, par exemple, comme injure sur les adolescents, ils lisent pas, ils font rien. De toute façon, il était doué en piano, il a tout arrêté. Combien de fois on entend ça? Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment ça se fait que tout s'arrête? Et puis, on va prendre l'enfance, ce moment où on fait un peu de tout. Après, on ne fait plus rien. Et d'ailleurs, souvent, quand vous parlez avec des grandes personnes, que nous sommes par exemple, « Oh, j'adorerais lire, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. » Ou j'ai pas le temps de faire de la musique, ou j'ai pas le temps de toutes ces choses qui ont l'air périphériques comme ça. Ou même de faire des dessins, et qui nourrissent tellement l'enfance. Ça s'arrête complètement. Et parfois, ça revient. Et alors, comment ça se fait que ça revient? Parfois, ça revient parce qu'on a plus de temps. On a élevé ses enfants si on en a eu, ou on a fait sa carrière si on en a eu, ou le mélange des deux.
ou tiens, on est en retraite, on va se dire, bah tiens, pourquoi je ne ferais pas quelque chose de nouveau, alors on reprend un instrument de musique, ou du dessin, ou les livres, ou les trois en même temps, ou la danse, j'en sais rien, tout est possible. Mais il y a un rapport entre la pratique artistique et le temps d'une vie. Et ça a l'air très bébête et pragmatique, mais moi j'interroge ça. Qu'est-ce que c'est que ce moment dans nos vies où on ne fait plus que fonctionner? Où on est comme ça, il y a tellement de choses à faire, et je trouve ça assez... je le remarque, et une fois que je l'ai remarqué, je ne peux plus m'en débarrasser. Donc il y a ça, pour le fait que la musique s'arrête, la musique reprend. Et puis il y a aussi ça aussi à voir avec l'enfance et les potentialités de l'enfance et le fait que l'enfant n'a que ça à faire en fait, si on le lui permet. Et ça a à voir aussi avec la consolation. C'est-à-dire que puisqu'il est beaucoup, enfin il y a du deuil au centre de ce livre, hein, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Hein. Une des consolations qu'on peut trouver peut passer à travers ce genre de pratiques, qui sont en fait des pratiques qui vous prélèvent hors du quotidien. En fait, c'est juste ça qu'elles font. Ça marche avec le jardinage. Hein. Il y a ça marche avec des tas de choses. La musique est une de ces pratiques en vérité. Là où elle a une spécificité, mais à vrai dire le jardinage, on pourrait dire que ça partage aussi, c'est qu'elle travaille avec le temps. Et comme dans les chagrins, le temps est un élément très fort, même si c'est très énervant quand les gens vous disent ça va passer avec le temps, et qu'on a envie de leur prendre la tête et de les cramouiller contre le mur quand ils disent ça, à vrai dire, ils n'ont pas tort. Parfois. Et donc, comme la musique est vraiment un art du temps, puisqu'elle n'existe pas dans le présent, c'est ce que je montre surtout vers la fin du roman. On ne peut pas arrêter la musique. Si vous arrêtez dans le temps, il n'y a pas de musique. Même un accord, et l'accord en fait il dure le temps de résonner, donc il y a toujours du temps. Donc c'est tellement un art du temps que ça paraît être une réponse ou une sorte de voie de la consolation. Donc c'est pour ça, je pense aussi que dans le roman, il y a ce moment de l'enfance, le moment des deuils, et le moment d'après où la musique s'arrête et reprend. Merci. Encore quelques petites questions, on continue. Bon, justement, parce qu'il faut aussi qu'on vous entende nous lire des textes. Et il me semble qu'on s'était accordé sur au moins un passage du livre. Oui. Et votre roman, justement, commence par un concert. On va continuer de parler de musique. Dans la salle des mariages, vous le dites, c'est important de le préciser. Dans un premier chapitre intitulé « La Cité d'Or », est-ce qu'on peut penser, et même dire que ce chapitre, il pourrait être le plus important, car en fait, tout va se sceller dès le départ. Oui. Et est-ce qu'on pourrait l'entendre pour ce chapitre? Oui, tout à fait. Alors, vous voyez, par exemple, pour les histoires de vrais, faux, souvenirs, etc., ce chapitre s'appelle « La Cité d'Or ». Moi, mon école maternelle s'appelait « La Cité dorée ». Je ne suis pas allée bien loin. Mais le fait de... Et je ne parle pas du tout de mon école maternelle, on n'est jamais allé au concert avec mon école, ni rien. Mais en fait, le fait de l'avoir appelé comme ça, le chapitre est parti tout de suite. Comme si ça ancrait. Ça me fait croire à moi que c'est vrai. Quand je lis, je me dis « Ah, ben c'est vrai ce que je raconte. » Mais j'ai pas de livre, moi. Et bien sûr, oui, bien sûr. J'ai apporté des choses, mais pas mon livre. Mais c'est vrai que bien souvent, on peut se dire « Ah, j'ai commencé le livre, ça fait déjà 50 pages, je trouve que bon... » Mais là, dès le départ, en fait, si on a bien compris ce chapitre, il va sceller le destin de nos personnages tout de suite. Ah oui, tout de suite. Il va accrocher. Oui. Il accroche immédiatement le lecteur vers l'avenir. Alors, ce que je vous propose, c'est que je commence, et puis comme c'est les nuits de la lecture, on lit le livre en entier, on passe la nuit ensemble, c'est un peu ça le principe. Non, ne vous inquiétez pas, je me lève juste parce que c'est mieux, on entend mieux, et ça dure 2 minutes. Ne vous en faites pas. En rang par deux, les enfants de l'école maternelle se tiennent par la main. Ils vont à la mairie assister au concert de Noël. Noël, tout le monde sait ce que c'est. Mais un concert... Les voilà assis dans la salle des mariages. Au plafond,
Un énorme lustre à pendant de cristal menace de les écraser si jamais ils tombent. Songe une petite fille assise juste au-dessous. Elle a 4 ans. Chez elle, il y a toujours de la musique. Elle est contente d'en entendre. Elle se récite les noms des compositeurs que sa maman et son papa aiment. Il y a Beethoven, mais maman préfère Brahms. Il y a Schubert que papa adore, mais Lise, la grande sœur, veut toujours du Chopin. Les mains sous les cuisses, la fillette regarde les musiciens de l'orchestre se mettre en place. Le chef lève sa baguette. Les maîtresses des différentes écoles du quartier qui accompagnent leur classe font chut, chut. Les enfants se taisent. Ils pensent que le Père Noël va peut-être venir. On leur a promis que s'ils étaient sages, c'est ce qui arriverait. La petite fille se fiche du Père Noël, ce qu'elle veut, c'est la musique. Le chef abaisse la main droite tout en montant la gauche et une mélodie tissée de plusieurs dizaines de voix mêlées s'élève. La petite fille en a le souffle coupé. Le son est si fort, tout vibre, de ses orteils comprimés dans les chaussures vernies sorties pour l'occasion, à ses cils immenses qui lui font un regard triste et doux. Et puis soudain, comme cédant à un ordre impérieux, le garçon devant elle se retourne pour la regarder. Elle ne l'a jamais vu. Ce n'est pas un élève de la Cité d'Or, ainsi s'appelle son école. Qui est cet intrus? De quelle école vient-il? Les cheveux mal coiffés, il la fixe. Une masse mousseuse et déséquilibrée, tout vers la gauche ou tout vers la droite, lui donne un air de travers. Il lui dit qu'il l'aime. Il l'a choisie, elle, entre toutes les filles de la salle. Parce que, explique-t-il, tu as les yeux ronds. Comment ose-t-il parler alors que la musique a commencé? La petite fille pense que si elle lui répond, ils seront foudroyés par les maîtresses, par le chef d'orchestre, par Dieu lui-même. Elle se tait. Mais voilà qu'il insiste. Je t'aime parce que tu as les yeux ronds. Ne sachant comment le faire taire, elle rétorque. Je ne t'aime pas parce que tu as les cheveux de travers. Le garçon se met à pleurer en silence. La petite fille est sauvée. Mais elle songe qu'ils sont à présent fiancés à cause de la beauté de la musique, officiellement fiancés à cause de la salle des mariages. Des dizaines d'années plus tard, elle considère que ce garçon qu'elle rencontre par hasard, à intervalles réguliers, et qui se rappelle à peine son prénom d'une fois sur l'autre, lui appartient pour toujours. Comme en musique, elle reprend au début, et à partir de là, le lien se noue. Il lui dit qu'il l'aime, qu'il l'a choisie parce qu'elle a les yeux ronds, et elle lui répond « Moi aussi je t'aime, parce que tu as les cheveux de travers. » Et tout recommence. Et justement, on peut dire que dès lors qu'à chaque fois qu'elle va revoir Étienne, elle va toujours replonger mentalement à cette période où elle était petite fille en fait. Oui. Elle va pas s'imaginer fille qui grandit ou même femme. Constamment, elle repense à cette petite fille et elle va se répéter, vous le dites plusieurs fois, il m'appartient. Il a dit je t'aime à une petite fille. Oui. Et bon, après, dans la progression du livre, est-ce que un lecteur bien concentré, en fait, qui vraiment pourrait deviner par quel chemin, au bout d'un moment, cette narratrice va retrouver sa voix? Parce que quand on lit le roman et qu'on va plus loin, le sort est levé. Oui, oui, oui. Et est-ce qu'il y a un chemin tout droit écrit qu'on n'aurait pas vu Ah non. Non. Je crois pas. Voilà. On ne peut pas lire mieux que vous, de toute façon, donc je vois pas très bien. Enfin, je n'en sais rien, il y en a peut-être plusieurs des chemins. Et comment dire, la façon qu'on a de lire un livre, elle est tellement conditionnée, et vous l'avez dit, par ce qui se tisse entre sa propre histoire et l'histoire qui est racontée. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de... Il y a cette chose étrange que vous avez peut-être vécue, vous lisez un livre que vous adorez, vous le prêtez à quelqu'un que vous aimez beaucoup et cette personne n'aime pas le livre. Et que c'est pénible. Et c'est comme si, et bizarrement, c'est comme si cette personne vous aimait pas, vous. Il y a quelque chose d'incompréhensible, on se dit, bah alors on se comprend pas.
puisque ça veut dire que quand on lit un livre, on se l'accapare et on s'y love, on s'y introduit complètement. Et autant de livres que de lecteurs, en fait. Ah ben oui, ah ben oui. Moi c'est pour ça aussi, souvent on me dit, et une fois que ton livre est publié, quel lien tu entretiens à l'objet? Je dis, bah aucun, c'est plus à moi. Je sais qu'une fois qu'il est publié, ce sera plus jamais le livre que j'ai écrit. C'est le livre qui va être lu, et c'est pas le même. Et ben justement, j'avais une question, parce que tout à l'heure je vous disais, inconsciemment, un lecteur essaye toujours de se retrouver, ou se retrouve dans quelque chose qui est écrit. Et là, donc vous dites juste, bon, bah, le livre il est écrit, il ne m'appartient plus, mais vous n'auriez pas quand même un petit élément que vous aimeriez que le lecteur s'attache plus particulièrement? Ah, dans ce livre-là? Oui, dans ce livre-là, justement. Est-ce qu'il y a quelque chose dont j'aimerais être sûre qu'il a été bien lu, vous voulez dire? Oui, voilà, parce que quand vous dites... parce que vous dites justement, c'est très particulier, moi j'ai adoré je te prête un livre que j'ai adoré, et t'as même pas aimé au moins ce passage-là en fait? Je comprends pas. Et donc c'est pour ça là, parce que bon bah c'est quand même une grande partie de vous-même, vous le dites, dire c'est un investissement déjà de métier, et vous dire bon bah est-ce qu'il y a un élément en particulier que vous aimeriez que nous, auquel on s'attache, et si vous aviez un passage préféré dans ce livre? On en avait parlé aussi quand on a préparé cette rencontre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Clotilde, mais c'était le moment où la narratrice a rendu visite à son père. Sa mère est déjà morte depuis plusieurs années. Le père habite toujours dans le même appartement où la famille a vécu, où les sœurs étaient enfants, où elle-même est née. Et elle regarde, elle est dans la rue, une fois qu'elle est ressortie de chez son père, elle est dans la rue, et elle s'assied face à l'immeuble, et elle regarde les fenêtres de cette maison où elle a grandi, et elle rend visite à son passé, en pensée. Pour moi, ce moment-là du livre, il se passe quelque chose. Voilà, ça ne veut pas dire que je trouve mieux, ou... Je me dis, tiens, quand j'ai écrit ça, peut-être que tout le livre, il cheminait vers cet endroit. Voilà. Mais je pense que c'était un passage aussi que vous avez aimé. Mais c'est pas évident, on peut ne pas le voir. Oui, mais après, en vous écoutant là ce matin, c'est assez visible. Oui. en fait, voilà. Et moi, j'aurais une dernière question, parce qu'il faut qu'on avance, le temps passe. Et donc, on a beaucoup parlé de ce livre maintenant. Oui. Et vous disiez tout à l'heure, voilà, je l'ai écrit, mais il est sorti tout seul. Vous avez commencé par le début, par la fin. Comment vous l'avez articulé, justement, avec tous vos souvenirs, votre amour de la musique? Alors, il est... En fait, alors j'ai apporté quelque chose. Est-ce que j'ai bien pris ce que je voulais? Je crois, je ne suis pas sûre, parce que j'ai apporté un cahier. Parce que moi, je trouve ça intéressant de voir les outils des artisans. Donc, je travaille avec des cahiers dans lesquels il y a énormément de choses. Hein. Il peut y avoir aussi bien des listes de courses que Là, il y a le notation de l'examen de clarinette, par exemple, de l'école de musique de Bonneville-la-Mallet. Là, il y a un conseil d'administration d'une association de traducteurs. Là, il y a un début de livre pour enfants qui s'appelle « C'était mieux avant ». Le livre est paru, il s'appelle « C'était mieux après ». Comme quoi, les choses peuvent évoluer. Donc, je continue. Je vous montre quand même un peu. Bon, là, c'est toujours le livre pour enfants. Un numéro de téléphone, je ne sais pas de qui, il n'y a pas de nom. C'est très pratique. Hein. Je suis bien organisée. Donc ça, ce sont des dessins d'enfants. Pas terrible. Il y a des... Ah oui, ah bah voilà, tout à coup, je vois des choses écrites en anglais au crayon à papier. Et il y a marqué « Truly Awake, First Time ». Et en fait, ça, c'est des notations qui sont dans le carnet dans le carnet du chef d'orchestre amnésique, parce qu'à la fin du livre, il y a un chef d'orchestre amnésique. Et là, on voit, tiens, ce cahier à voir avec ce livre. Là, il y a des paroles de chansons en anglais. Là, il y a les mots appris par un enfant et une dictée. C'est pour vous dire comme c'est très très mélangé. Les cahiers, c'est... Là, il y a une chanson que j'ai écrite en anglais qui s'appelle Bubble Bath, bain moussant.
Et là, c'est le début du livre. Donc, je ne me suis pas trouvée de cahier. Ce jour-là, j'étais dans le train et j'étais très énervée. J'avais une idée de livre et je voulais en parler à mon éditeur. Et on était dans un festival ensemble et il m'avait dit on va en parler. Et puis, je sais pas, il a eu mieux à faire. Il ne m'a pas du tout dit alors c'est quoi et tout. Et moi j'ai été très dépitée. Alors j'étais en colère dans le train en me disant ah, on devait parler de mon livre, on n'en a pas parlé. Moi il faut que je commence, j'ai besoin de commencer ce livre parce qu'il presse comme ça, comme une cocotte minute quoi. Et donc je commence à écrire. Et qu'est-ce que j'écris en premier? Donc je le lis, hein. C'est un extrait de la correspondance entre George Sand et Gustave Flaubert. Et elle lui écrit, George Sand, écrivant à Flaubert, ils étaient très amis. La sacro-sainte littérature, comme tu l'appelles, n'est que secondaire pour moi dans la vie. J'ai toujours aimé quelqu'un plus qu'elle, et ma famille plus que ce quelqu'un. C'est bizarre de commencer, pour un écrivain, par citer ça. Parce que si ce qui compte le plus, c'est les gens, et encore plus que les gens, sa propre famille, après tout, est-ce qu'on est un écrivain sérieux? Est-ce qu'on a quelque chose... Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de rentrer à la maison faire à manger, en gros? Et donc, ça commence par là. Ce qui fait que le lien entre, peut-être, le passé, l'écriture, l'histoire personnelle, avec quoi on a commencé, et le roman, c'est tout de suite là. Et ensuite, ça, c'est ce qui est écrit dans le train à la suite de ce festival où j'étais fâchée. Là, il y a des notes de musique. Et là, il y a en fait toute une partie de l'histoire qui est écrite, on voit que c'est d'un seul trait. Il n'y a pas de... Vous voyez, ça ne s'arrête pas, ça ne reprend pas une page d'après. Et là, il y a déjà le personnage d'Étienne, là, il y a son histoire, il y a la musique, il y a la danse, il y a tout ça. Et ça dure 3 pages. Et ensuite, tout ce qui vient dans le cahier, ce sont des scènes, des bouts de scènes. Chaque fois qu'il y a une ligne sautée, c'est que la scène est finie. Donc c'est une scène, 2 scènes, 3 scènes qui viennent comme elles viennent. Et tout le cahier, c'est ça. Et après, quand c'est barré, ça veut dire que je l'ai écrit pour de vrai. Et ça, on est très content quand on barre la scène. Et voilà à quoi ça ressemble. Et puis après, ça reprend, ça devient autre chose. En tout cas, vous avez commencé le début par le début. Alors oui, mais pas toujours. Non, non, mais non. Non, pas toujours. Là, oui. Là, oui, mais c'est comme un hasard. On ne peut pas savoir comment ça va commencer. Ça suit bien l'histoire. Comme un film. Mais oui, mais alors vous avez l'impression, dans tous mes livres, on a l'impression qu'il y a un plan et que c'est logique, etc. Et moi, je ne sais jamais où je vais pourtant. Ah bon? Même pour la conclusion? Non. Non, je ne sais pas du tout ce que ça va être la fin, je ne sais pas, non. Mais en fait, je me fais confiance, c'est-à-dire je considère qu'il y a une instance en moi beaucoup plus maligne que moi, beaucoup plus intuitive, beaucoup plus fine, et que moi je suis le scribe de ce personnage qui est plus vaste que je ne le suis, quoi. Et donc je me dis, bon, ben, on fait confiance, on fait comme ça vient. Et c'est bizarre, mais ça marche. Mais je ne sais plus pourquoi j'ai sorti le cahier, vous vous souvenez ou pas? Oui, en fait, oui. Alors, allez, voilà, professeur Tournesol. Ouais, exactement. Oui, en fait, vous demandez comment voilà, dans quel ordre vous aviez écrit ce livre, comment les choses étaient venues. Voilà, donc elles sont venues très... j'ai eu toute une partie de l'histoire d'un coup, comme je vous ai montré, d'un seul bloc. Et après, il y a eu des tas de moments où j'étais arrêtée en plein... vraiment arrêter les 2 pneus dans la boue, quoi. Ça n'avance plus, ça tourne sur soi-même, ça... Non, c'était un livre qui a été dur à écrire. Ils ne le sont pas tous. On s'imagine quand même. Oui, Ouais, non, il a été difficile. C'est vraiment très beau, les mots. Alors, je suis très contente que vous disiez ça, parce que beaucoup de gens ne font pas du tout attention à l'écriture, à la phrase, au rythme, aux mots qu'on choisit, et qu'on ne choisit pas un mot. On a le choix pour les mots. Il y a plein de mots qui veulent dire la même chose. Pourquoi est-ce qu'on choisit celui-là plutôt qu'un autre? C'est plein de choses. C'est le nombre de syllabes, c'est le son. C'est la musique, et ce qui ressemble à un autre mot, ce qui fait qu'on entend. Il y a certains mots, quand vous les lisez, vous ne vous rendez même pas compte, mais vous lisez un autre mot pendant que, par exemple, si on lit lombric, on lit ombre aussi.
Et donc, si on met lombrique, c'est pas tout à fait pareil que vers de terre. Ça dépend si on veut parler de l'ombre ou de la terre. Et donc, vous voyez, et tous ces petits ajustements, oui, quand j'écris, il y a beaucoup de moments où, en fait, mes mains ne font rien, où je suis comme ça. J'ai le nez en l'air et je fais défiler les mots, les formules, et il ne se passe rien. Et donc, par exemple, il arrive qu'en 2 heures de travail, il y a un paragraphe. Mais parfois, il reste dans le livre, donc ça vous compte. Et est-ce que vous êtes nourri de vos propres lectures? Énormément. Et quelles sont-elles? Alors, je suis très très nourrie de mes lectures, je lis beaucoup. Et ça dépend des moments, je lis des choses très très hétéroclites. Je suis non seulement nourrie de mes lectures, mais de mes traductions, parce que je passe beaucoup de temps à traduire de l'anglais vers le français. Et j'ai la chance de traduire des très grands auteurs, hein, donc c'est extrêmement vivifiant et inspirant. Et oui, moi, en fait, je suis très écolo. Je recycle énormément, donc tout me sert. Tout me sert. Un incident dans une administration me sert. Un gâteau raté me sert. Une entorse me sert. Mais aussi, ce que je lis me sert. Un poème me sert. Une chanson me sert. Là, tout vient. Je lis, mais quand je lis, je ne... Comment dire ? Je lis comme n'importe quel lecteur. J'absorbe, je suis passionnée, je ne pense pas du tout « Ah, ça, je vais pouvoir m'en servir. » Vous voyez, c'est pas une lecture de travail. Il y a la passion de la lecture qui est à l'œuvre quand je lis. Et donc, ce que je lis énormément de choses. Donc, je peux vous dire peut-être des choses que j'ai lues cette année, mais c'est très éclectique. Par exemple, cette année, j'ai lu... parfois, je lis toute l'œuvre d'un auteur. Donc, cette année, j'ai lu toute l'œuvre de Selma Lagerlöf, qui était la première femme à obtenir le prix Nobel en 1909, qui est une auteure suédoise, très importante selon moi, totalement méconnue, dont une partie de l'œuvre est carrément indisponible. Donc j'ai acheté tous les livres par les livres d'occasion, parce que j'aime avoir les livres chez moi aussi, parce que je travaille beaucoup dessus, et que j'écris sur les livres. Donc j'écris, je corne, de pas trop... Voilà. Je fais attention de ne pas faire ça avec les livres de la bibliothèque. Et donc Selma Lagerlöf, déjà lire une œuvre en entier, ça prend un certain temps quand c'est une œuvre conséquente comme ça. Mais par exemple, l'année d'avant, pas l'année d'avant, mais l'année d'encore avant, j'ai lu et relu, parce que j'en avais lu une grande partie, tout Maupassant, en arrivant ici comme un hommage, comme un... Voilà, vraiment en me disant... Tu m'accueilles dans ton pays, je vais tout lire et relire, pour une grande partie relire, mais la relecture est aussi une lecture. Donc il y a comme ça par an, souvent j'ai un auteur comme ça, l'auteur de l'année. Et en ce moment je relis, ça je fais aussi beaucoup, je relis. En ce moment je relis un livre qui s'appelle Désert solitaire de Edward Abbey, qui est un écrivain contestataire américain des années, fin des années 50, 60, et c'est un livre magistral sur le désert et sur la nature. C'est un livre qui ne ressemble pas particulièrement à ce que je lis d'habitude, mais je l'avais lu une première fois et je le relis avec un grand plaisir. Et là, vous l'avez lu en anglais? Non, je le lis en français. Il est très très bien traduit, je trouve que c'est une traduction magnifique d'un gars qui s'appelle Jacques Mayos, dont j'aime toutes les traductions. Et oui, alors ça, je lis les livres, même si je suis anglophone, angliciste, si un livre est chez moi en français et qu'il est bien traduit, ça ne me dérange pas du tout de lire en traduction. Et par exemple, là, cette année, en 2021, j'ai lu Les Frères Karamazov, donc j'étais bien contente qu'ils soient traduits quand même, parce que je ne l'aurais pas lu en russe. Et donc, je lis beaucoup en traduction. Et par exemple, l'année dernière, j'ai lu Les Frères Karamazov, j'avais lu beaucoup de Dostoïevski, mais je n'avais pas lu celui-là. Et j'ai lu ah oui, pour mon anniversaire, mon mari m'a offert 5 polars qu'il a trouvés dans la boîte à livres de Godeville-la-Mallet. Et j'ai lu ça aussi. Et il y en avait qui étaient bien, il y en avait qui étaient très mauvais, mais je les ai lus quand même parce que c'était un cadeau et que c'était rigolo de me rapporter ces séries noires comme ça. Et donc, vraiment, il y a toutes sortes de choses dans mes lectures.
Il y a aussi bien sûr des livres qui sont publiés. Il y a de l'ancien, il y a du nouveau, il y a de l'étranger, il y a du français. C'est très, 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 très mélangé. Et il y a plein de choses que je lis et que j'aime pas aussi. En général, quand je lis et que j'aime pas, je termine pas. Et voilà, c'est un petit panorama comme ça, mais très... je lis toujours plusieurs livres en même temps aussi. Des romans ou des romans, des essais. Oui. Par exemple, j'ai relu aussi, c'est marrant, j'ai relu Une année à la campagne de Sue Hubble. C'est une femme, une apicultrice, en fait, qui était bibliothécaire dans une université et qui est partie dans des montagnes aux États-Unis. Enfin, elle est partie avec son mari. Et son mari est parti. Il l'a quitté. Et elle est restée toute seule dans les montagnes. Elle est devenue apicultrice. Et là, c'est un essai sur la vie d'une femme après 50 ans et sur sa vie avec les abeilles. C'est un livre magnifique. Et ça, par exemple, voilà, je l'ai relu aussi récemment. Non, parce que j'avais plusieurs livres sur des essais sur la nature. Qu'est-ce qui se prépare? Pourquoi je dis ça? Allez savoir. Mais oui, je lis aussi des essais, je lis de la philo aussi, ça m'arrive. Vraiment, enfin, c'est... Parfois, c'est parce que je sens que je vais trouver quelque chose. Je suis à la recherche de quelque chose. Et parfois, c'est le hasard, beaucoup. Hein. C'est les livres qu'on m'offre, c'est les livres que je vois. Votre manière de travailler n'a pas l'air très ascétique. Vous avez pas l'air de vous contraindre à tant d'heures de travail par jour. Votre manière de travailler va tellement être intégrée dans votre manière de vivre. Oui. Et justement, donc là, est-ce que la gestation de vos livres dépend complètement de votre inspiration? Vous parliez tout à l'heure que ce livre avait été très difficile à écrire. Oui. Le temps que vous mettez à l'écrire est lié aussi à votre difficulté à l'écrire ou C'est très... Le temps, en vérité, c'est quelque chose de très bizarre en écriture. Alors déjà, c'est intéressant de voir que à travers ce que je dis, vous voyez ma vie et vous la voyez avec beaucoup de justesse, donc c'est étonnant. Mais c'est vrai que je ne travaille pas sous la contrainte, mais j'ai tellement de travail, en vérité, que je n'ai pas besoin de contrainte. Au sens où, par exemple, là, ce mois de janvier, j'ai travaillé à la fois sur mon nouveau projet pour les éditions de l'Olivier, donc le livre qui viendra après L'Éternel fiancé, une commande de texte, mais de 5 nouvelles qui m'a été passée par le bateau-feu, le théâtre de Dunkerque, un livre pour enfants que je dois rendre en juin, je crois, une traduction que je dois rendre fin avril. Et bon, ça c'est le principal, mais il y a plein d'autres petits trucs. Donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et j'ai remarqué, alors c'est la théorie du cabas. Je vais vous livrer un truc important qui est la théorie du cabas, mais vous êtes peut-être au courant de cette théorie. Vous connaissez la théorie du cabas ou pas? C'est moi qui l'ai inventée, donc vous faites l'expérience. Vous allez au supermarché, vous prenez le sac à courses, là, vous voyez le sac, on paye là. Et vous faites les rayons, vous mettez ceci, cela, tout ce que vous avez besoin. Et vous ne faites pas attention, vous allez très vite, vous êtes pressé. Vous arrivez à la caisse, vous déballez tous vos trucs. Oh là là, quelle montagne! Et la caissière donne les trucs un par un, et là vous les rangez. Bien droit. Le saumon est bien debout, le saumon fumé est bien debout contre la paroi. La boîte de sauce tomate est juste dessus, vous mettez la boîte de pois chiches, tout est bien équilibré, etc. Tout est bien placé, ça se complète, et bien ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas dans le cabas. Ah! Expérience vécue, oui, c'est vrai. Moi, quand je vide un buffet pour le nettoyer, tout est dedans, après je ne peux plus le remettre. Et ben voilà. Le congélateur, c'est Chez pareil. vous la théorie du buffet et chez moi la théorie du cabas, et sûrement que dans cette salle vous avez plein d'autres manières de l'appeler, s'applique au travail pour moi. C'est-à-dire que par exemple là en début janvier, je sais que quand je discutais avec mon mari et je lui disais il me disait alors t'as où t'en es? Je lui dis j'ai ça, ça me fait il me dit mais il faut que tu fasses un planning. Je fais un planning? Si je fais un planning, jamais ça rentre. Donc il ne faut pas que je fasse de planning parce que sinon je vais pleurer. Donc il faut juste
faire comme ça vient. L'avantage quand on a plusieurs travaux, c'est que si ça avance pas sur un, vous ne perdez pas de temps, vous ne restez pas à faire. Vous dites hop, je passe à la traduction, hop, je passe à ci, hop, je passe à ça. Donc en fait, je travaille tout le temps. Ça fait des très longues journées, mais des journées très variées. Et où il n'y a pas de... De toute façon, j'ai remarqué que ça ne sert à rien que je m'oblige. Il finit toujours par y avoir un livre, et il finit toujours par y avoir une traduction. Le travail est fait. Mais comment vous gérez les échéances? Parce que j'imagine que l'édition des Oliviers, comme vous disiez, en juin, tu nous rends ton livre. Tout à fait. Comment vous gérez ça, du coup? Eh bien, comme avec le cabas. C'est-à-dire que je ne compte pas, par exemple, j'ai remarqué, si je compte les jours et que je dis, et c'est très simple à faire, vous avez un nombre de feuillets, vous avez un nombre de jours, vous divisez le nombre de feuillets par le nombre de jours et vous savez combien vous devez faire de feuillets par jour. Oui, mais c'est pas drôle. C'est pas que c'est pas drôle, c'est que ça ne marche pas. Parce que très souvent, je ne peux pas me l'expliquer, mais je suis à 10 jours du rendu. Si je calculais le nombre de feuillets à faire par jour, je me tirerais une balle dans la tête, donc je ne le fais pas, et pourtant, je ne suis jamais en retard. Mais je ne sais pas comment. C'est un... C'est comme... Mais je pense que c'est la concentration, et c'est la pratique, c'est que ça, je fais ça depuis très très longtemps, et c'est un peu comme une gestion de l'effort, comme un coureur, le second souffle, au bout d'un moment, on se connaît, on connaît sa capacité de travail, et on... C'est ça, c'est personnel. Très personnel. Ouais. Mais c'est aussi parce que, comment dire, je pourrais pas, par exemple, si un jeune auteur me demandait à comment gérer mes journées, par exemple, je lui dirais jamais fais ça. Parce que ça dépend complètement de la personne, de la structure. Et je sais que, je me souviens que quand j'étais ado, il y avait une enquête de journalistes qui était venue dans notre lycée, dans notre collège, et ils avaient pris que des filles pour leur demander est-ce que vous privilégierez votre vie de famille ou votre carrière quand le temps sera venu. Je pense que ça devait être un Marie-Claire ou elle, pour faire un petit sujet sur les filles et leurs projections. Et moi j'avais dit, moi je ferais les deux, j'aurais ma vie de famille et mon métier en même temps. Ah bon, comment tu peux imaginer un truc pareil? J'ai dit, mais parce que je serais écrivain, donc je serais à la maison, et je pourrais m'occuper de mes enfants et écrire. Et ils avaient fait, ouais, c'est ça. Ouais. Et ils m'avaient complètement découragée. Mais moi, ça m'était égal. Et ça m'était égal. Et c'est vrai que je pense que je m'étais programmée pour pouvoir tout mélanger. Donc, je ne dis pas que c'est facile, je le conseille à personne, mais pour l'instant, ça marche. On va dire. Comme un cabas. Vous décidez d'assumer, vous faites des choix, ça se passe dans les... Ah oui, je fais des choix. Et le choix est assumé, et vous allez jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et j'ai jamais rendu un travail en retard, pourvu que ça dure. Moi, j'adore rendre les choses à l'heure. Mais c'est très rare dans cette profession, tout le monde est en retard. Les traducteurs, parfois, ils ont 1 an de retard. Mais je ne considère pas du tout que c'est une donnée possible. Mais parce qu'aussi, il faut que ça avance, parce qu'en fait, je suis très curieuse, donc j'aime faire des nouvelles choses. Et donc, une fois que c'est fini, hop, c'est merveilleux, on passe à l'aventure d'après. Et est-ce que vous êtes aussi dans la contemplation? Vous parliez de la nature, c'est très important. Quel est votre rapport à la nature? Vous partez marcher, pour vous vider la tête? Il est très, très, très important. Et en fait, il y a beaucoup de mes livres qui ont été écrits en marchant. Alors ça, et c'est aussi pour ça que j'ai quitté Paris, c'était parce que la contemplation de la nature était morcelée. Ça n'arrivait, pendant des années, on a eu une maison dans l'Eure, et en fait on y allait comme les Parisiens le week-end. Et quand j'étais là-bas, je marchais seule souvent, je partais 3 heures marcher. Et pendant que je marchais, je pensais, je réfléchissais par exemple, je sais qu'il y a un livre, un essai sur Virginia Woolf que j'ai coécrit avec une amie, mais tous mes textes, je les ai écrits en marchant. Je me souviens très bien. Et quand je repasse sur ces chemins, je me souviens de choses que j'ai élaborées en marchant. Donc je marchais énormément. Et la contemplation de la nature est très importante. Et pour moi, marcher seul, c'est aussi assez important parce qu'on contemple... il m'est arrivé de mieux contempler. Je sais qu'il y a une nouvelle que j'ai écrite à la suite d'une promenade où je marchais et où il y a un faisan qui est venu vers moi et on s'est arrêté, on s'est regardé. Et ce moment a été inoubliable. Et en fait, c'est devenu une histoire, mais
Je pense que si j'avais été en compagnie de quelqu'un, le faisant ne serait pas venu. Je ne l'aurais pas vu et puis il serait parti, il aurait entendu des voix, voilà. Donc il y a des moments, il y a certaines marches qui sont... mais j'adore aussi la marche pour parler. La marche est un lieu de conversation idéal. On parle, quand on marche, comme on ne parlerait jamais autour d'une tasse de café, je trouve. Mmh. Donc ça c'est une autre marche. Et quand on est venu ici, on a déménagé, et à ce moment-là, en fait, j'ai eu un problème de santé, de l'arthrose dans la hanche, qui a fait que je ne pouvais plus du tout marcher. Et j'ai été tout de suite frustrée. Et j'ai plus cette contemplation possible. Et alors que je marchais tout le temps et que les livres s'écrivaient en marchant, j'ai dû, et c'est peut-être une réponse de plus à la présence de la musique dans le livre, à un moment c'était tellement, je me sentais tellement comme un chien qui n'a pas le droit de sortir, quoi, avec un bouillonnement et le besoin que ça bouge, parce que même le longe-côte, je ne pouvais plus en faire autant, que j'ai repris ma flûte, parce que je faisais de la flûte traversière quand j'étais enfant, que j'avais pas touché depuis 35 ans, et je me suis dit peut-être que c'est une forme de promenade possible. Et donc ça a été une alternative, j'ai ressorti cet instrument de musique dont je ne savais plus jouer, j'ai sorti le paquet de partitions qui était intact, avec vraiment, je reconnaissais, je ne sais pas comment dire, les annotations de ma prof de l'époque, enfin tout, et puis le carton qui avait déménagé de chez mes parents à mon premier appart, à mon deuxième appart, sans jamais être là. Et j'ai mis les partitions comme ça, et je les ai prises une par une, comme on se promène, comme ça, sans travailler, en jouant mal, mais en me promenant dans la musique. Et c'est vrai que ça a fonctionné en vérité. Dès que j'avais envie de me promener, je sortais les partitions et j'allais me promener dans ce qui venait. Ça pouvait être Poulenc, Bach, Handel, n'importe quoi qui passait de la pile au pupitre. Et puis maintenant je remarche. Et en jouant, vous arriviez à penser à un livre? Alors ce qu'il y a, c'est que c'est pas exactement pareil, mais pas à penser aussi, quoique en vérité, parce que figurez-vous que en fait la mémoire est dans les doigts, elle n'est pas dans le cerveau. Ça, je l'ai découvert parce que si j'avais pas la partition, au début, en reprenant ma flûte, je me suis dit bon bah tu montes une gamme. J'avais plus les doigtés, je ne me souvenais plus. Certains doigtés, oui, mais pour certains dièses, certains bémols, certaines notes aiguës, je ne me souvenais plus. Mais quand j'ai ressorti la partition, ça revenu. Mais je ne savais même pas. Tout à coup, les doigts faisaient ce qu'il y avait écrit. Et d'ailleurs, ils le faisaient mieux si je ne pensais pas, si je ne réfléchissais pas. C'est-à-dire qu'il y avait une lecture, c'est très bizarre, hein, le cerveau, mais je pense qu'il y avait une lecture qui se faisait directement des notes aux doigts sans passer par le cerveau, quelque chose comme ça. Ça m'est arrivé en traduction d'avoir des moments comme ça, où il y a un truc cognitif qui est chanté. Et il faut accepter de les chanter parfois. Et donc, il peut arriver qu'en jouant, il y ait des choses qui s'élaborent. Et aussi, parfois, il y a des moments où on bute sur un obstacle dans l'écriture, on ne parvient pas à avancer. Et en fait, le fait de la détente que procure la musique et l'éloignement du texte que ça procure, où on est vraiment on est porté ailleurs, quand on retourne au texte, il a bougé déjà. On a avancé, on s'est déplacé, donc on peut reprendre. Donc c'est vrai que ça marche moins bien que la marche, mais comme maintenant j'en marche. Tant mieux. Excuse-moi, c'est vrai que quelque chose que vous venez de dire là m'interpelle, c'est que quelque part la mémoire est essentielle dans le livre. Oui, ah oui. Je trouve qu'elle est omniprésente. Oui. Elle est tout le temps. On tire une petite ficelle, un visage, le visage de la maman, etc. Ouais. Les manies de la maman qui récupère les petits restes et qui les fait etc. Ouais. Il y a tout un tas de petites choses très pragmatiques comme ça. Oui. Et on a l'impression que c'est la mémoire directement qui envoie ces espèces de signaux et qui reconstitue une espèce d'immense puzzle qui est la vie des personnages, quoi. Et je trouve que la mémoire est essentielle. Je travaille actuellement sur la mémoire dans un autre contexte. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire parce que là, vraiment, on a constamment la mémoire qui est présente et qui envoie des messages, le découpage se fait un petit peu, elle le fait. Et là, quand vous dites, par exemple, que la mémoire est dans les doigts, la mémoire, elle est dans des
tas d'endroits qu'on n'imagine pas. Et elle ne semble pas concernée, et en fait, elle envoie elle-même, comme si elle était autonome, tout un tas de signaux. Je trouve que c'est essentiel. Oui, c'est vrai. Et à la fin du livre, le fait qu'il y ait un personnage de musicien amnésique, enfin qui a un trouble de la mémoire immédiate, ce personnage, il est apparu très vite dans l'élaboration du livre. Je ne savais pas du tout quel rôle il allait jouer dans l'histoire, mais je pensais tout le temps à ce personnage, au chef d'orchestre amnésique. Et il a failli me paraître dans le livre. Et c'est en parlant avec mon amie Florence Sévos, qui est écrivain, je lui ai dit, voilà, je pense que j'ai terminé le livre. Elle me dit, alors, le chef d'orchestre amnésique? Et je lui dis, ben quoi? Elle me dit, ben, où t'en es? Je lui dis, j'en parle pas. Je dis, comment t'en parles pas? Mais depuis le début de ce livre, tu me parles de ce personnage et il n'est pas dans ton livre? Je dis, ben non. Elle me dit, mais il faut absolument, tu n'as pas fini le livre. Elle me dit, tu n'as pas fini le livre. Il était là depuis le début pour de très bonnes raisons. Toi, tu les connais pas, mais moi, je les connais, donc tu continues. D'accord. Et je suis retournée à la maison et j'ai dit, en fait, j'avais pas fini. Alors, on a envie de finir. Moi, j'ai souvent envie de finir comme n'importe qui, en fait, pour être rassuré. Et donc, la mémoire, et j'ai pas fini de l'explorer, en fait. Je commence, je crois, avec ce livre, à explorer ce que c'est. Quand vous parlez de mémoire qui est ailleurs, il y a beaucoup d'expériences sur le fait que des personnes qui, par exemple, ne se souviennent plus du nom de leurs propres enfants sont capables de réciter des poèmes par cœur. Donc c'est très... ou chantent, ou jouent des pièces parfois musicales extrêmement complexes. Mais si vous leur demandez c'est de qui, ils ne sauront pas. Et si on leur demande où est ta chambre, ils ne sauront pas non plus. Donc il y a... voilà. Mais moi, ça me passionne tout ça. Oui. Ça, c'est passionnant. Vous disiez que vous ne vous documentez pas. Oui. Là, on parle de la mémoire. Enfin, vous allez donc explorer ce champ. Comment vous approchez comment vous allez chercher l'info, vous alimenter? Je suis contre la documentation a priori. En fait, voilà, c'est ça. Je vais vous donner un exemple avec le livre dont j'ai parlé tout à l'heure, le roman historique. Ce cœur changeant, c'est un roman qui se passe entre 1880 et 1930 quelque chose. Donc à une époque que je n'ai pas vécue. et une fois que je m'étais auto-sortilégée moi-même en disant à mon mari que j'allais écrire un livre historique, j'étais obligée de le faire. Donc je me rends compte assez vite que mes personnages parlent une langue étrangère. Je me rends compte assez vite que ça doit être vers le Danemark, cette histoire. Donc je me dis, bah te voilà bien. Tu vas écrire une histoire qui se passe au Danemark en 1880 quelque chose. Et je ne suis jamais allée au Danemark, ni avant, ni maintenant, et peut-être après j'irai. Mais pour l'instant, je ne suis jamais allée. Alors comment je fais? Je ne suis jamais allée en 1880. Alors comment je fais? J'invente une histoire, j'invente des personnages, je prends plein de notes. J'invente des scènes. Et j'avais un cahier, que j'ai gardé d'ailleurs, je pensais l'amener, mais je ne l'ai pas retrouvé avant de venir, où, sur la page de droite, je n'utilisais que les pages de droite. Toutes les pages de droite, je notais les scènes, les idées que j'avais. Et la page de gauche était laissée libre pour la vérification. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pendant 6 mois, j'ai accumulé des notes et des scènes. Mais pour vous dire à quel point ça peut être précis, c'est qu'à un moment, au début du livre, il y a un personnage qui est militaire, qui est en Afrique, et qui va épouser une jeune femme danoise. Et donc, il fait tout le voyage jusqu'au petit village où elle habite, qui s'appelle Roskilde. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, comme vous le savez, je ne suis jamais allée au Danemark. Pourquoi j'avais choisi Roskilde, déjà? À un moment, je sais que ça se passe au Danemark, et la première scène qui me vient pour ce livre, c'était une scène sur un lac. Il y avait 2 personnes sur un lac. Et je me suis dit, je les vois sur leur lac, et je me dis, oh là là, j'espère qu'il y a des lacs au Danemark. Parce que je suis aussi nulle en géographie, hein, ça. Et donc, je vais sur merveilleux Internet, soit béni, et je regarde Danemark, lac, et là, je vois des photos de lacs qui apparaissent. Il y a des lacs partout. Je me dis, ah, quelle chance! Et je choisis un lac, parce que je le trouve beau,
la photo, et je regarde le village qui est à côté. Et ce village s'appelle Roskilde. Je me dis, bon, l'histoire se passe là-bas. Je ne regarde pas à quoi ça ressemble, je dis, c'est là-bas. Et donc, au début, je me retrouve au début de mon livre avec le gars, le militaire, qui va aller demander la main de la jeune fille qui est dans la grande maison à Roskilde. Je le fais voyager, il prend le bateau, il fait ceci, il fait cela. Et puis à un moment, il arrive à Copenhague et je le fais monter dans un train. Et puis je me dis, alors après, une fois que j'ai écrit cette scène, je vois le moment de la documentation et je me dis, ouh, le train, est-ce que ça existait? Je ne suis pas sûre, moi je ne sais pas quand ça a été inventé le train. Et donc je regarde, je vais sur le site de la SNCF danoise, SNCB, je ne sais pas comment ça s'appelle, et je vois très bien fait, et je vois que la première ligne qui a été ouverte au Danemark a été ouverte entre Copenhague et Roskilde. L'année où mon bonhomme fait le voyage. Donc, voilà comment ça se passe, la Mais documentation. vous savez, quand vous expliquez la manière dont vous viennent ces histoires, je ne peux pas m'empêcher de penser à une certaine médiumnité. Oui, moi aussi. Vraiment, Mais venez, je vais On n'ose pas, les gens n'osent pas en parler, mais depuis le début, on a vraiment Les gens l'impression n'osent pas en parler, mais je sens que j'ouvrir un petit cabinet et qu'on va... Très bien. Très Est-ce que bien. c'est quelque chose auquel vous croyez? En vérité, je pense que c'est pas, ça a à voir avec la mémoire plus qu'avec la médiumnicité, mais après tout, le médium travaille aussi avec ça. On peut aussi, comme dans n'importe quel phénomène qui a l'air paranormal, retrouver les explications tout à fait pragmatiques, qui sont que quelques années plus tôt, on remonte en arrière, et là on voit que Agnès de Sarthe, qui n'a aucune mémoire, travaille pendant 1 an sur un auteur qui s'appelle Karen Blixen, voilà, et qui est danoise, et que pendant 1 an, elle lit de long en large toute l'œuvre de Karen Blixen, des documents là-dessus, etc., ce qui a donné lieu à une émission de radio de 5 heures, donc vous imaginez le matos qu'il faut accumuler. Et donc le temps passe. Moi j'oublie Karen Blixen, si vous me demandez ce qui se passe dans la femme africaine, je suis incapable de vous le dire. Je ne sais plus rien. Mais peut-être que dans un livre ou dans une lettre qu'elle envoie à quelqu'un, il y a marqué, et ça, où est-ce que c'est stocké dans ma mémoire? Je pris le train de Copenhague à Roskilde. Allez savoir. Peut-être que non, mais peut-être que oui. Ça ressemble quand même à quelque chose, même si c'est des années plus tard. Et justement parce que je ne me souviens plus. C'est ça l'avantage d'avoir cette mémoire de Monsieur Tournesol, c'est qu'en fait, je retiens des choses qui servent à rien. Mais comme écrire, ça ne sert à rien, et qu'on fait des livres avec des choses qui ne servent à rien, c'est que du recyclage, c'est que du... c'est l'écume, quoi. Donc, c'est parfait. Donc, je pense quand même que... Bon, après, j'ai des intuitions. Et puis, il y a des logiques. En fait, c'est une question de concentration aussi, cette espèce de truc, vous avez l'impression que c'est médiumnique. C'est une question de puissance de concentration. Parce que, par exemple, à un moment, toujours pour ce même roman, je me dis... j'écrivais les chapitres, à chaque fois en tête de chapitre, il y avait marqué Paris 1885. Il y avait le lieu et la date. Et puis à un moment, j'écris, je vois que j'ai avancé dans mon histoire, et on était au Danemark, on arrive en France, et là, on était en France depuis quelques temps, et là, je marque, j'en suis, Paris 1913. Et je me dis, oh non, 1913, la guerre va éclater. J'avais pas prévu ça, vous pouvez croire que j'avais pas prévu qu'il y avait... Je savais que ça allait durer de 80 à 30, j'avais oublié qu'il y avait la Première Guerre mondiale à l'intérieur de cet endroit. Vous voyez la puissance de ce cerveau quand même. Donc ça veut dire qu'en même temps, c'est un cerveau très défaillant par certains aspects et compétent par d'autres. Donc je me retrouve là avec la guerre de 14, je me dis, oh là là. En plus, c'était au moment de la célébration, il y avait plein de livres géniaux qui étaient écrits là-dessus, j'en avais lu, on avait fait des ateliers de traduction là-dessus, enfin bon. Donc j'étais en plein dedans, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire, moi, avec mes pauvres moyens sur la guerre de 14 ? Oh là là, comment je vais m'en sortir? Et je me dis, bon, bah, je vais essayer d'inventer la scène la plus improbable au monde sur la guerre de 14. Et je me dis, qu'est-ce qui pourrait être vraiment bizarre, bizarre, bizarre? Et là, me vient l'idée de faire une scène de conscription dans un camp de nudistes. Et je vous avouerai qu'on n'a pas lu ça ailleurs. Voilà. Et je me dis, après tout, ils allaient chercher les hommes. À un certain moment, ils allaient vraiment les chercher, quoi, parce que fallait y aller, quoi.
Et donc, je fais cette scène. Je me dis, déjà, ça me fait marrer de faire ça. Et puis, c'est un angle étrange. Et je me dis, ah, les camps nudistes, l'histoire du nudisme, j'y connais trop. Et en même temps, il y a plein de lectures qui me reviennent en mémoire. Et en particulier, la lecture d'Élisée Reclus, qui était un philosophe et un humaniste, d'une certaine façon un homme politique, et qui a eu une influence très forte, même s'il est assez méconnu. Et il y avait beaucoup de choses chez lui autour de la vie en commun, les phalanstères. Moi, je me suis beaucoup intéressée aux phalanstères, donc il y a des lectures éparpillées que j'ai eues. Et je me suis dit, je pense qu'il y a quelque chose dans Élisée Reclus. Et bon, c'est vrai que pour ce livre-là, une fois que j'avais eu toutes les idées, je me suis octroyé 6 mois de travail à la Bibliothèque historique de Paris pour pouvoir en fait chercher tout. J'ai cherché des choses sur les tétines, des choses, parce qu'il y avait aussi des histoires de puériculture. J'ai cherché des choses, tous les documents que franchement, si on regardait la liste des choses que j'ai demandées, c'est tellement bizarre et hétéroclite, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette une liste de courses absurde, quoi. Mais je me souviens que la lecture d'Élisée Reclus m'a permis de trouver tout à fait le fil de l'histoire du nudisme et de quel type de personnes pratiquaient ça, et en fait, ça correspondait à ce que j'avais inventé, mais je pense que c'était lié à des lectures antérieures qui n'avaient pas été utilisées, qui étaient restées en stock, mais je ne savais pas que je les avais. Mais une fois que j'écris la scène, en fait, elle ne vient pas de nulle part. Donc je suis désolée, ne venez pas me voir pour que je vous la main. En tous les cas, je comprends mieux. Tout à l'heure, une personne vous a demandé si vous alimentiez des lectures. Là, franchement, c'est... Voilà, mais sans faire exprès. Ça éclaire vraiment la manière sans faire dont exprès. vous alimentez vos lectures. Ouais. Merci. Je pense qu'on peut s'arrêter. Oui. Est-ce que vous avez encore un texte à lire? Alors j'ai deux textes qui sont pas longs, mais comme c'est la nuit de la lecture, il faut lire et il faut que ce soit la nuit. Alors vous imaginez que c'est la nuit. Ça c'est pas très dur vu le temps qu'il fait. Alors j'ai choisi un poème de Victor Hugo, puisqu'il était c'était lui qui nous avait dit d'aimer toujours, d'aimer encore, d'aimer toujours. Et parce que je trouve que c'est un immense poète et que je trouve ce poème très drôle. Et qu'il est aussi question d'une occasion manquée. Ça s'appelle La vieille chanson du jeune temps, c'est un poème très connu. Donc si vous le connaissez, vous pouvez y penser ou le dire en même temps. Je ne songeais pas à Rose. Rose au bois vint avec moi. Nous parlions de quelque chose, mais je ne sais plus de quoi. J'étais froid comme les marbres. Je marchais à pas distraits, je parlais des fleurs, des arbres. Son œil semblait dire « Après ?» La rosée offrait ses perles, les taillis ses parasols. J'allais, j'écoutais les merles. Et Rose, les rossignols. Moi, 16 ans, et l'air morose, elle, 20. Ses yeux brillaient. Les rossignols chantaient Rose, et les merles me sifflaient. Rose, droite sur ses hanches, leva son beau bras tremblant pour prendre une mûre aux branches. Je ne vis pas son bras blanc. Une eau courait fraîche et creuse sur les mousses de velours, et la nature amoureuse dormait dans les grands bois sourds. Rose défit sa chaussure et mit d'un air ingénu son petit pied dans l'eau pure. Je ne vis pas son pied nu. Je ne savais que lui dire. Je la suivais dans le bois, la voyant parfois sourire et soupirer quelquefois. Je ne vis qu'elle était belle qu'en sortant des grands bois sourds. Soit, n'y pensons plus, dit-elle. Depuis, j'y pense toujours. Sont-ils ballots, les hommes? Et un dernier petit texte que je dois
dois la découverte à mon ami Robert Cottard. Sois remercié, merveilleux écrivain, merveilleux chanteur, merveilleux compositeur. C'est un texte sur l'amour à distance, ce qui est quand même d'époque. Hein. Oui. Et pourtant, ça a été écrit en 1920, je crois. Mais vous allez voir, c'est complètement d'actualité, puisque c'est cette scène que vous avez peut-être vécue, où on parle à l'amoureux ou l'amoureuse au téléphone, et c'est nul. Ce qui est une des représentations de l'amour. Ça s'appelle distance. Il m'a troublé comme un enfant ton rendez-vous au téléphone. J'avais dit plus d'une heure avant qu'on ne laissait entrer personne dans la chambre où j'avais éteint pour t'attendre toutes les lampes. Je sentais bourdonner mes tempes, et je n'étais pas bien certain, seul au fond de cette ombre pleine de la promesse de ta voix, que je n'allais pas contre moi sentir le vent de ton haleine. Lorsque ton appel brusque, lorsque ton brusque appel tinta, je crois que mon sang s'arrêta dans mes veines plusieurs secondes. Puis tu parlas. Je t'entendis. Mais tous les mots que tu me dis semblaient venir du bout du monde. Elle avait dû, ta pauvre voix, parcourir d'une seule haleine des collines, des champs, des plaines, des villes, passer sous des bois, longer des fleuves et des routes. Et c'était pour cela, sans doute, qu'elle m'arrivait, cette voix, si changée, si diminuée, si ténue et si dénuée, que ce n'était presque plus toi qui parlais dans la chambre sombre, mais quelque chose comme l'ombre ou le fantôme de ta voix. Je m'étais dit, ma chère absente, que je te sentirais penchée vers ma bouche et sinon présente, du moins 1000 fois rapprochée. Mais au contraire, à ce moment, la distance semblait accrue, entre nous indéfiniment. Et soudain, tu m'es apparue, au bout de ce fil décevant, si désespérément lointaine, que je me suis trouvée devant ce téléphone, avec ma peine, plus seule et plus perdue qu'avant. Voilà, c'était Merci lecture. beaucoup. Merci vraiment. Merci. Merci, d'autant plus que c'est rare que les écrivains lisent bien.